Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien de France 24. Un peu plus d'un an après le retour d'Ebola en République démocratique du Congo, l'épidémie de fièvre hémorragique continue de se propager. Le cap des 2000 morts a été franchi vendredi dernier. Mon invité aujourd'hui est David Gressly, coordonnateur de l'ONU pour la réponse d'urgence à Ebola. David Gressly, vous êtes avec nous depuis Kinshasa alors que la visite dans le Nord Kivu du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, vient de s'achever. David Gressly, plus de 2000 décès pour 3000 cas enregistrés d'Ebola en 13 mois. Cette 10e épidémie d'Ebola en RDC est la pire de l'histoire du pays. Oui, ça c'est vrai. En fait, ça a duré même plus que 13 mois. Ça a commencé en fait en avril passé. Mais le premier cas n'était pas détecté avant la fin de juillet. Donc, ça fait très longtemps et avec 2000 morts, comme vous l'avez dit, c'est déjà trop. Donc, nous sommes en train de voir comment on peut mettre fin à cette épidémie le plus rapidement possible. Et justement, pourquoi aujourd'hui la chaîne de contamination continue-t-elle ? En fait, l'une des raisons, c'est le fait que cette épidémie n'était pas détectée pendant les premiers mois. Donc, ça a donné l'opportunité pour le virus de s'installer dans les communautés. Et après, on a trouvé une certaine résistance communautaire, surtout dans la ville de Beni. Et après, il y avait des attaques par les ADF, un groupe armé très dur, contre la population qui a aussi freiné la riposte. Et finalement, le virus a continué à circuler et à pénétrer la ville de Butembo. C'est la plus grande ville dans cette zone, avec plus d'1 million d'habitants. Là aussi, il y avait deux problèmes majeurs. D'abord, un problème politique, parce que la population dans cette zone n'était pas, on n'était pas donné l'opportunité de voter dans le présidentiel de l'année passée. Et la raison pour laquelle ils étaient empêchés, c'était pour cette épidémie d'Ebola. Donc, il y avait une grande méfiance par la population à cause de ça. Et après, on a eu plusieurs attaques sur les centres de santé et contre les répondeurs de cette riposte. Donc, tout ça a beaucoup freiné la riposte. Ça va mieux maintenant, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. On a gagné une certaine confiance de la population. La situation sécuritaire s'est améliorée, mais il y a encore des poches importantes qui restent où il y a un accès difficile. Donc, on doit continuer de trouver des solutions localement pour avoir accès à tous ces poches qui restent pour mettre fin à cette épidémie. On va revenir sur l'insécurité dans la région. Je voulais aussi évoquer le fait qu'une partie des habitants résiste à la lutte anti-Ebola par déni de la maladie ou à cause de fausses rumeurs qui circulent. On a par exemple vu cette fake news relayée sur les réseaux sociaux comme quoi le vaccin contre Ebola est un poison pour tuer les Congolais. Cette chasse aux rumeurs et au déni face à la maladie est l'un des messages qu'a souhaité faire passer Antonio Guterres lors de son déplacement. C'est aussi ce que tentent de faire vos équipes au quotidien. De quelle manière se fait ce travail de sensibilisation? Franchement, on doit faire ça presque maison par maison. On a des agents communautaires qui sont sur le terrain pour faire cette sensibilisation. Aussi, on a un contact régulier avec les leaders importants, surtout les chefs coutumiers, mais d'autres leaders qui sont importants dans ces communautés. Et petit à petit, je crois, on a réussi de gagner la confiance de la population. Et franchement, aussi le fait qu'il y a déjà 2000 morts a donné une autre perspective à la population parce qu'on comprend maintenant que cette épidémie est réelle. Maintenant, à peu près 95% des personnes qui sont ouverts le vaccin acceptent le vaccin. Je crois que ça, c'est un indicateur important. Donc, pour la plupart de la population accepte le vaccin. Et de quelle manière exactement... Mais il y a encore des poches qui n'acceptent pas.
David Gressly, de quelle manière exactement faites-vous ce travail de sensibilisation? Comment est-ce que vous essayez de convaincre la population sur place des fausses rumeurs autour de cette maladie? Comme je disais, il faut un contact direct avec la population. Il faut deux choses en fait. Il faut d'abord écouter à la population parce cette population a plusieurs problèmes à part d'Ebola. L'insécurité, c'est une préoccupation importante pour eux, mais aussi d'autres maladies comme la malaria, la rougeole, le choléra sont aussi très importants ici. Donc, pour gagner la confiance, il faut parler de tout, pas seulement l'Ebola. Donc ça, c'est un aspect important. Et deuxièmement, il faut agir. Il faut augmenter la sécurité pour la population et il faut offrir d'autres services aussi pour qu'ils puissent avoir cette confiance. Donc, comme je disais, c'est aussi important que maintenant, la population, comme je disais, a compris que l'épidémie est réelle. On voit ça dans les familles, les personnes qui ont trouvé la mort à cause de l'Ebola. Et ces personnes aussi sont très importantes pour communiquer les messages. Peut-être le plus important sur les survivants, parce qu'il y en a plus de 1 000 survivants maintenant, qui aussi fait des témoignages à la population qu'on peut aller au centre de traitement Ebola pour survivre, pas pour mourir. Et je crois que ça, c'est aussi très important. Et maintenant, avec les vaccins et aussi le traitement qui a été annoncé il y a 2 semaines, on a même plus de possibilités de faire guérir les victimes de cette épidémie. Et je crois que ça aussi va changer le jeu sur le terrain. Vous l'avez dit, 1000 guérisons ont aussi été recensées. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe des traitements efficaces? Qu'en est-il des vaccins exactement? Le vaccin est très efficace, en fait. C'est toujours expérimental, mais on voit de très bons résultats avec cette épidémie. Et deuxièmement, le traitement, les tests étaient aussi très positifs, plus positifs qu'attendus en fait. Et ça, c'est un nouveau outil pour la lutte contre l'Ebola. Et ça va donner même beaucoup plus de possibilités de survivre ce virus, cette maladie. Et on peut imaginer pour l'avenir que les centres de traitement seraient, comme je disais, un endroit où on va pour guérir et pas de mourir. Et je crois que ça, c'est un nouveau message à partager avec toutes les communautés pour encore gagner même plus de confiance dans cette riposte. Et on a compris, l'insécurité dans la région est l'autre grand obstacle à la lutte contre Ebola. Que compte faire l'ONU contre les groupes armés qui sévissent dans la région? Il y a plusieurs types d'insécurité. Le plus grave, c'est le groupe ADF, Allied Defense Forces. C'est un groupe qui vient d'Ouganda, mais qui est installé au Congo depuis 25 ans maintenant. C'est un groupe qui utilise parfois les méthodes, les tactiques terroristes contre la population. Ça a posé beaucoup de problèmes l'année dernière, surtout autour de la ville de Beni. Mais depuis novembre passé, quand il y avait une offensive contre ce groupe menée par l'armée congolaise et la MONUSCO, on a eu un peu d'espace pour protéger la population et ça a donné l'espace nécessaire pour la riposte de continuer son travail. Maintenant, ce qu'on voit sur le terrain sont les petits groupes Mai-Mai qui existent un peu partout dans les zones affectées, mais c'est une menace un peu différente. Ces groupes sont souvent les forces de défense pour les communautés, donc c'est les groupes qui sont bien acceptés en fait, qui veulent en fait faire quelque chose pour la population, protéger la population. Donc on peut avoir un engagement avec eux à travers les leaders importants ou bien des leaders qui ont une influence sur ces groupes. Et avec ça, on peut avoir accès, parfois difficile, mais un accès
qui est suffisant pour continuer la riposte. On a identifié maintenant à propos 10 à 12 zones de aires de santé où il y a encore une résistance communautaire ou un problème d'insécurité. Donc, ce qui est important maintenant de bien focaliser sur ces poches de transmission de ce virus, surtout entre les villes de Butembo et Beni. C'est l'axe où la transmission est le plus importante. Et la plupart des cas qui arrivent ailleurs, comme à Goma ou sur la frontière ougandaise ou même en Sud Kivu, viennent de cette zone-là. Donc, David Gressly, justement, ces poches qui restent. Justement, l'épidémie qui a touché l'Ouganda a été décrétée en juillet par l'OMS urgence sanitaire de portée internationale. Est-ce qu'il y a un risque de voir la maladie se propager sur le continent? Ça risque va rester jusqu'à la fin de cette épidémie. On ne peut pas dire que l'épidémie est contenue, ça c'est pas vraiment vrai. Pendant que le virus continue à circuler dans cette zone, il y a toujours un risque que ça va aller ailleurs, soit dans d'autres provinces du pays, du Congo, ou bien dans un pays voisin. Donc, on doit continuer nos préparations dans les autres provinces et dans les pays voisins pour cette possibilité. Merci David Gressly d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24, l'information continue. Avec nos correspondants et nos invités en plateau, faites le tour de l'actualité africaine. Toute l'information politique, économique et culturelle d'un continent en mouvement, c'est dans le Journal de l'Afrique sur France 24 et france24.com. Le Journal de l'Afrique, à voir sur France 24 et sur france24.com.